Par exemple, nous qui sortions de la brousse là-bas, qui venaient à Ziguinchor, on nous appelait filles du Matou. Okay. Hein? Okay. C'est-à-dire que si vous voulez, à Ziguinchor même, mais à l'intérieur même de notre société ziguinchoroise, nous avons comme s'il y avait une certaine bourgeoisie bourguignonne qui était là, hein, et qui avait les autres qui étaient justement des paysans. Et justement, et Filles du Terra, si vous vous souvenez, avait fait l'objet d'une polémique même, au niveau même du conseil communal quand Robert était aux affaires. Et ça a amené de grosses histoires. Et j'ai voulu un peu tatillonner un peu justement ces histoires, parce que je me suis dit que d'abord le conflit casamançais, ce qu'on a appelé pompeusement le conflit casamançais, c'est d'abord un état d'esprit. Donc c'est pourquoi j'ai choisi de dire Filles du Terra. Ça c'est un. Deuxièmement, Filles du Terra, parce que si vous remarquez, beaucoup de gens ont écrit sur cette crise. Mais les Casamançais, ils sont là, chacun dans son coin, on ne parle pas. Moi, je suis un fils de la région, j'écris. Comme un de Saint-Lusien te dira, comme mandar, ça mandar. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je ne me réclamerai pas Filles du Terra, c'est-à-dire le fils du terroir de Ziguinchor. Fruitiers sauvages d'Afrique de l'Ouest est le thème du colloque international organisé par le département d'agroforesterie de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. En effet, l'objectif de ce colloque est de recueillir et de partager les informations concernant les arbres fruitiers sauvages d'Afrique de l'Ouest. Donc on attend par arbres fruitiers sauvages les espèces fruitiers qui sont, comment on appelle communément de cueillette, qui poussent à l'état sauvage, qui ne sont pas encore totalement domestiqués. Et dans ces arbres fruitiers, il y en a ceux qui sont comestibles, ceux qu'on mange, les fruits qu'on connaît, et ceux qui sont non comestibles, mais dont les feuilles, les racines, les écorces, les bois sont utilisés pour autre chose. Donc l'idée du colloque, c'est de réunir toutes les informations nécessaires et mettre en place des équipes scientifiques sous-régionales pour permettre aux gens de mieux connaître ces espèces, pour mieux les valoriser et surtout pour leur conservation durable. Aujourd'hui, la région de Ziguinchor regorge certaines espèces qui sont méconnues. Occasion pour le département d'agroforesterie de faire connaître à la population ces espèces. Et nous avons constaté que nous avons beaucoup d'espèces fruitiers sauvages dans notre zone qui ne sont pas connues, mais qui ont une valeur socio-économique traditionnelle très importante. Donc l'idée du colloque, c'est de permettre aux gens de connaître ces espèces-là, de permettre aux gens de les connaître. Les chercheurs, ils vont faire leurs recherches pour permettre aux gens de les connaître, et les populations vont se servir de ces résultats pour une meilleure valorisation de ces espèces. Actuellement, quand je vous parle de fruitiers sauvages, les gens ne vont citer que le mad, parce que c'est celui qui est valorisé socio-économiquement. Mais il y en a d'autres, peut-être, que si on les connaissait mieux, ils pouvaient avoir une valeur socio-économique aussi importante que le mad ou le tôle. En 72 heures, les participants auront à plancher sur la biogéographie, la botanique et le systématique, les modes de propagation et les usages. Ce forum prendra fin le 22 juillet 2017. Le département d'agroforesterie, effectivement, c'est un des fleurons de cette université. En ce sens que il a été initié, ce département, pour effectivement prendre en charge aussi les potentialités qui existent dans cette région. Et cette région, effectivement, regorge d'énormes potentialités, mais si ces potentialités ne sont pas connues, si ces potentialités ne sont pas exploitées, si ces potentialités sont mal exploitées, il va sans dire effectivement qu'on ne tirera pas les meilleurs de ces ressources-là. Et raison pour laquelle le travail que le département d'agroforesterie est en train de faire est énorme et louable. Et je précise que ce département d'agroforesterie est en train d'appuyer et très fortement les organisations de femmes qui interviennent dans la valorisation et la transformation des fruits et de ces fruits. Et on va effectivement monter en puissance et essayer de voir comment renforcer tout cela. L'autre aspect que je voulais ajouter, c'est que aussi c'est une déclinaison de la politique nationale consistant effectivement à donner plus de ressources aux populations et par elles-mêmes. Il y a des programmes, à les entendre, vous êtes impressionnés. Pôle de développement de la Casamance, ou je ne sais quoi. Mais quand vous regardez le contenu de ces programmes, c'est complètement vide. Donc on s'est dit que le parlementaire casamancé, qui a vraiment du pain sur la planche, qui devait faire des investigations pour voir les choses, comment est-ce qu'elles fonctionnent, pourquoi ça cale,
pourquoi la population est en souffrance malgré tout ce qui est annoncé, que les parlementaires qui sont là ne sont pas capables de jouer ce rôle. Et quand ils ne sont pas capables, ils doivent être disqualifiés avec toutes leurs mouvances ou leurs coalitions, doivent être disqualifiés. Le député, il est là pour défendre les intérêts de sa circonscription. Et je pense que moi, député, j'aurai le même comportement que les gens que je viens de citer tout à l'heure. Mais également, je ferai des investigations, comme je l'ai dit. Vraiment alors, des investigations très profondes sur la gestion des projets destinés à la Casamance. Parce que le problème principal se trouve à ce niveau. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même des milliards et des milliards qui sont déclarés. Un député, moi député, je vais donc chercher à savoir pourquoi l'argent n'arrive pas au destinataire. Voici les premières images du séisme réalisé par un témoin. On y voit la place où 2 personnes auraient trouvé la mort ensevelies sous des décombres, des terrasses de café abandonnées à la hâte. Les touristes et les habitants en panique fuient vers un lieu dégagé. L'épicentre du séisme se trouve à 10 km au sud-est de la ville côtière de Bodrum en Turquie et à une quinzaine à l'est de l'île de Kos en Grèce. Ici sur l'île, la forte secousse a fait selon un tout premier bilan 2 victimes et de nombreux blessés, bilan provisoire des autorités. Le séisme est survenu en pleine nuit à 1h30 locale. La forte secousse de magnitude 6,7 a notamment fait s'effondrer le plafond d'un bar. Ce matin, un responsable des secours confirmait la mort de 2 personnes au moins, alors que plusieurs autres étaient bloqués sous les décombres. La situation est particulièrement critique car des inondations ont touché le secteur en milieu de semaine et des rues entières sont encore sous les eaux. À Bodrum, en Turquie, on dénombre 70 blessés. Un petit tsunami a été observé sur les plages de cette station balnéaire. Plusieurs répliques ont été enregistrées cette nuit. Il devait marcher pour réclamer la libération de 150 personnes arrêtées depuis mai dans la région du Rif au Maroc. Mais, interdite, la marche pacifique au départ a dégénéré en affrontement entre forces de l'ordre et manifestants à Al Hoceima. La ville était en état de siège selon l'association marocaine des droits de l'homme qui déplore de nombreuses autres arrestations. Des journalistes sur place ont été témoins d'une dizaine, dont celle d'un patron de site d'information local. Le mouvement de contestation qui agite la région depuis l'automne dernier dénonce la marginalisation du Rif et la corruption des autorités. La relance par l'État d'un vaste plan d'investissement et chantier d'infrastructure n'a pas suffi à désamorcer la colère. Les principaux leaders du mouvement, comme Nazer Zelzafi, ont été arrêtés en mai. Sous la pression, les manifestations avaient cessé début juillet et la tension était retombée d'un cran avec le retrait des policiers de lieux publics emblématiques de la ville. C'est officiel, le nombre d'équipes participant à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, passera de 16 à 24 et la compétition se déroulera désormais en juin et non en janvier à partir de l'édition 2019. L'annonce a été faite par la Confédération africaine de football, CAF, jeudi. Cette nouvelle formule de la compétition est l'une des recommandations du groupe de travail sur la Coupe d'Afrique des Nations au symposium de 2 jours sur le football africain organisé à Rabat au Maroc. Les groupes passeront de 4 à 6, cependant la compétition continuera à être organisée tous les 2 ans. Ces changements majeurs dans l'organisation de la CAN, dont la tenue en janvier faisait grincer les dents des clubs européens, devraient les ravir. En se tenant en juin, la compétition ne privera plus les clubs européens de leurs joueurs africains pendant 1 mois en plein championnat.